Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour. Alors on est de retour pour une émission. Je ne vais pas aller jusqu'à la qualifier d'académique, ce serait quand même parce que et puis ça vous ferait un tout petit peu fuir en plus, donc ça n'est absolument pas mon propos. Non, l'idée est de réfléchir avec des gens sympas, voilà, ce qui va nous éloigner un petit peu d'ailleurs des émissions académiques, mais quand même. Alors on va appeler ça, c'est là où le terme va être un peu pompeux, j'ai essayé de réfléchir au moyen de le rendre un peu moins pompeux, mais en même temps non. Les nouveaux défis qui sont posés au capitalisme, voilà, on va dire ça comme ça. À commencer par les banques centrales. Je dois vous avouer, c'est ça qui me passionne, donc on va démarrer avec ça. Mais derrière, il y a quand même beaucoup de sujets. Il y a, alors je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où on va pouvoir aller dans le nombre de sujets à égrener, parce qu'on n'a jamais qu'une heure. De nouvelles règles de concurrence face à des entreprises hyper puissantes. La question salariale. Tiens, c'est Bruno Le Maire d'ailleurs qui dit la question du salaire est la question la plus importante qui soit posée aujourd'hui à notre modèle capitaliste, évidemment dans les pays développés. Question de l'émigration aussi, ou de l'immigration, qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, si vous nous suivez régulièrement. Bref, on va voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, pour parler de tout ça, Erwan Lenohan, salut Erwan, associé Altermind, Clément Enras, salut Clément, salut Stéphane, prof d'économie, Sciences Po et la Sorbonne, et Jérôme Matisse, salut Jérôme, salut Stéphane, prof d'économie aussi à Dauphine. Erwan a commencé caustique en disant si on commence l'émission en citant Bruno Le Maire, effectivement on va, c'est-à-dire qu'on a une grosse ambition, pour cette émission. Cette question salariale, elle est fondamentale. Enfin, je le cite parce que je suis d'accord avec lui. Mais commençons par les banques centrales. Qu'est-ce qu'on en fait ? Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Deux choses. L'action des banques centrales massives. Alors, première question, antidémocratique. C'est ce qui est en train de monter. C'est-à-dire, elles ont pris le contrôle de l'économie. Vous êtes tous les trois d'accord là-dessus ? Ou pas ? Non ? Alors allons-y, commençons par ça. Elles y participent. Elles ont pris le contrôle de l'économie. Elles participent à l'inflation des titres sur les marchés financiers. On va y aller, ça, sur l'inflation des titres, le creusement des inégalités. Mais d'abord, première, est-ce qu'elles ont pris le contrôle de l'économie ? C'est-à-dire, aujourd'hui... Elles soutiennent l'activité. Aujourd'hui, on ne se demande pas ce que va faire le président des États-Unis, ce que va faire la Commission européenne sur le stimulus économique. C'est sans doute moins vrai, d'ailleurs, avec le pouvoir chinois. On se demande ce que font les banques centrales. Non ? Je dirais que c'est peut-être en partie vrai, mais elles avaient perdu aussi beaucoup de pouvoir avec l'émergence des marchés financiers. Donc finalement, elles contrôlaient beaucoup moins le crédit que lorsque l'intermédiation bancaire était majoritaire. Sans doute qu'effectivement, les politiques non conventionnelles ont, redonné beaucoup de pouvoir aux banques centrales. Je n'irai peut-être pas jusqu'à dire qu'elles sont absolument toutes puissantes, surtout quand on voit que l'efficacité est parfois un peu plus limitée que ce qu'elles espéraient. Je suis sidéré que vous soyez dubitatif sur... Je suis tellement sûr, moi, qu'elles ont pris le contrôle de l'économie, enfin de l'économie des pays développés. Erwan, non ? Moi, je ne suis pas le meilleur connaisseur des questions monétaires, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de se demander... Ce que tu dis, elles ont repris ou elles prennent le contrôle. Est-ce que historiquement, elles n'ont... je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que c'est pas qu'auparavant elles en avaient eu plus, elles en ont perdu, puis avant elles en avaient plus. Moi, de mes vagues souvenirs d'histoire économique, c'est qu'il y a toujours eu ce jeu entre les budgétaires et monétaires d'un côté et de l'autre. Mais là, il est massif. Il est massif, mais est-ce que la vraie, enfin, à mon avis, la question existe encore aujourd'hui parce que le banquier central a dit nous ferons tout ce qu'il faudra pour la sauver, croyez-moi, ce sera suffisant. Sinon, mais les questions que j'aurais à poser, c'est est-ce qu'elles ont ce rôle parce qu'elles l'ont choisi ou parce que les autres n'ont pas assumé leur propre rôle, et puis dans quelle mesure est-ce qu'il est durable et soutenable. Mais là, c'est la suite. Mais c'est pour ça d'abord que je vous posais la question, est-ce qu'elles ont ce rôle, Jérôme ? Alors d'abord, il faudrait peut-être prendre le problème à l'envers. Tu parles de mesures qu'il y aurait un manque de démocratie dans le contrôle de la Banque centrale. On y va après. Je veux juste d'abord savoir si tu es d'accord avec moi sur le fait qu'elles ont pris le contrôle de l'économie. Au lendemain de la crise des subprimes, c'est-à-dire déverser des tombereaux de liquidités sur les marchés. Elles ont fait ce qu'il fallait. Donc ça a permis de réduire certaines inégalités, notamment celles liées à l'emploi, parce qu'elles ont adopté des mesures de politique de soutien à l'emploi dans la zone euro. Ça, il fallait le faire. Maintenant, là où il y a un petit danger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'inflation des titres, du prix des actifs à la bourse. Les titres financiers. J'aurais pas ma réponse. Tu veux pas me répondre. Est-ce qu'elles ont pris le contrôle de l'économie ? Mais ça veut dire quoi, prendre le contrôle ? Prendre le contrôle de l'économie, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, la France ne peut pas ou n'aurait pas pu faire le quoi qu'il en coûte sans
l'accord de la Banque centrale et sans le programme exceptionnel lancé par la Banque centrale et sans que la Banque centrale accepte de revenir sur un certain nombre de ses règles fondamentales, notamment la fameuse clé de répartition qui fait qu'elle ne devrait pas acheter autant de dettes françaises ou en tout cas avoir une répartition équilibrée entre la dette française et la dette allemande, ce que de facto elle n'a pas pu faire parce qu'il y avait quasiment plus de dette allemande sur le marché. Oui, voilà. Mais elle a bien œuvré quand même Non, à ce œuvré, sujet. mais elle l'a Donc, fait. Elle l'a fait, et c'est très bien. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Parce que j'ai l'impression que tu le dis d'une manière péjorative en disant elle a pris le contrôle, on serait pieds et mains liés à la Banque centrale. Oui, on est pieds et mains liés. On agit de concert, comme tu dis. Il y a la politique gouvernementale lors de la crise du Covid qui a été de faire du quoi qu'il en coûte, soutenue par une politique monétaire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à peu près tous les pays de la zone. Ouais. Donc tout ça marche de concert, c'est plutôt bien. Je dis là où il y a deux écueils, c'est l'inflation des titres financiers, et le prochain écueil, c'est le financement de la dette de décarbonisation. Et ça, on va y venir. Clément. Peut-être pour répondre là aussi un peu plus en détail à ta question, je dirais qu'il y a un élément quand même sur lequel on ne peut pas dire qu'elles aient beaucoup de contrôle, donc elles n'aient pas vraiment pris le contrôle, c'est la question justement de l'inflation. Ouais. On passe notre temps à dire que les banques centrales font tout fait en tout cas, pour faire remonter les cibles d'inflation et remonter l'inflation constatée dans la zone euro ou aux États-Unis, mais on voit bien que c'est quelque chose sur lequel elles ont finalement un peu moins de pouvoir que par le passé. Et puis vous avez quand même vraiment un questionnement même théorique sur d'où vient l'inflation à partir du moment où on constate qu'il n'y a plus tellement de corrélation à long terme, ou en tout cas moins que ce qu'on pourrait penser, entre l'évolution de M3 ou de la masse monétaire et l'évolution du niveau général des prix. Donc est-ce qu'elles ont vraiment le contrôle sur tout ça ? Pas vraiment. Il y a le progrès technique, l'innovation, la concurrence, qui vraiment sont des tendances qui agissent beaucoup plus finalement sur les prix que les opérations de quantitative easing. Là où il peut y avoir une question de fond à ce sujet, c'est que la Banque centrale européenne, mais comme la plupart des banques centrales dans ce monde, a comme objectif de juguler l'inflation des biens et des services, c'est-à-dire de l'économie réelle, avec cette cible entre 0 et 2%. Elle l'a très bien fait jusque-là, mais on ne lui demande absolument pas de juguler l'inflation sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actifs financiers. Et alors ça nous renverra à de nouveaux paradigmes. On sera en terre inconnue, on n'en sait rien. Ça demande quand même en amont, si on voudrait changer et étendre les cibles d'inflation à ces divers marchés, de mener des travaux académiques de fond, de faire du bon travail de prévision, parce qu'on arrivera en terre inconnue, on ne sait pas ce qui pourrait s'y passer. Bon. On est d'accord quand même sur le fait que, alors je vais le dire, oui, effectivement, avec des mots qui sont peut-être un peu brutaux, et je n'y mets absolument pas, les choses sont ainsi faites, voilà, il n'y a pas de jugement derrière, mais oui, il n'y a aucune démocratie derrière cette puissance monétaire qui permet aujourd'hui aux États d'assumer leur quoi qu'il en coûte, on est d'accord. Oui, mais il y a quand même une grande leçon que nous enseigne l'histoire de la politique monétaire, c'est que l'autonomie des banques centrales est justement ce qui leur permet d'adopter une vision de plus long terme que des gouvernements qui seraient sujets à des échéances électorales. Or, en matière de politique monétaire, il y a une autre leçon, c'est que la vision de court terme s'oppose parfois frontalement à la vision de long terme. On est d'accord. Voilà. Donc, lorsque les Jean-Claude Trichet 2008. Voilà. Et lorsque les banques centrales sont inféodées à des élus, il y a parfois des pressions électoralistes qui donnent lieu à des politiques inflationnistes délétères pour la nation et à une surcharge de l'endettement sur le dos des générations futures. Et c'est cet écueil-là dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, de manière générale, moi, je suis plutôt pour l'indépendance des banques centrales. Donc, de deux mots, choisir le moindre, et le moindre des mots est effectivement que la Banque centrale continue à agir, même si ça peut apparaître comme une sorte de gouvernement d'éclair, en fait. Oui, ça peut apparaître comme une sorte de « nous sommes ceux qui savent, et laissez-nous faire ». On l'a voulu comme ça, de toute façon. Ça a été, ça vraiment pour prolonger ce que dit Jérôme, on l'a vraiment souhaité ainsi. Et tous les modèles les plus denses, on va dire, des années 80, les modèles Barrow, Grossman, etc., sur la crédibilité des banques centrales, ou les modèles même de Rogoff, qui disaient qu'il faut lier les mains des gouverneurs, ou la théorie du gouverneur conservateur, c'était vraiment pour enlever, dans la lignée du public choice, le pouvoir discrétionnaire en matière monétaire des gouvernements. Ça a été conçu comme ça. Et d'une certaine manière, même quand on voit dans d'autres domaines que certains économistes proposent qu'il y ait des agences indépendantes qui gèrent certains secteurs de l'économie. C'est les grandes recommandations d'économistes de la nouvelle économie industrielle, notamment. Mais en matière monétaire, c'est déjà le cas, d'une certaine manière. On peut considérer que la Banque centrale est une sorte d'agence relativement indépendante. Relativement, parce qu'il y a quand même une nomination par les chefs d'État et de gouvernement européens, ou avec une relative responsabilité quand même devant le Sénat américain pour le gouverneur de la Fed. Donc c'est pas totalement indépendant non plus. Erwan. Juste un point pour compléter, c'est que la Banque centrale, elle est quand même,
là où elle est démocratique, c'est qu'elle a une existence démocratique. La BCE, elle a été créée par les traités de fonctionnement de l'Union européenne. C'est vrai. Donc c'est quand même, il y a eu un processus démocratique, en tout cas européen, pour la créer. C'est pas donc de cette façon, c'est pas la seule institution qui, une fois qu'elle est créée, a une indépendance dans sa manière de travailler, etc. D'une certaine manière. Tous les régulateurs, les AAI en France, sont créés avec la même idée. Oui, mais ils ont pas une telle puissance. On est d'accord. Mais donc il y a deux choses. Il y a une question du contrôle démocratique au fil du mandat, et puis il y a la question de est-ce que c'est en tant que tel démocratique. Moi, je crois que c'est une institution démocratique. La question du contrôle. Et je rejoins ce qui a été dit. Il y a deux questions. Comment il s'exerce, et ensuite, est-ce que si d'autres exerçaient le pouvoir de la Banque centrale, est-ce qu'elle serait mieux exercée? Et l'histoire semble montrer que quand les gouvernements ont en charge la politique monétaire ou peuvent s'y introduire de manière très offensive, ça ne donne pas les meilleurs résultats. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, effectivement, creusement des inégalités. C'est factuel, hein, du fait, donc, on l'a beaucoup, enfin voilà, puis ceux qui regardent ou écoutent Bismarck le savent, création monétaire, énormément d'argent en circulation, et cet argent qui va sur les actifs, et donc les marchés financiers, et sur les actifs immobiliers, avec partout, effectivement, une hausse des prix de l'immobilier, toutefois pour l'immobilier, compensée par une baisse des taux d'intérêt, parce que cette expansion monétaire amène aussi à une baisse des taux d'intérêt. Et là, factuellement, c'est vrai, on a un creusement des inégalités. Alors, on a un creusement. Alors, tu dis les actifs immobiliers, mais aussi les actifs mobiliers, c'est-à-dire les actifs à la bourse, l'inflation du prix des actions, etc. Donc, effectivement, et particulièrement en France, il y a une forme de fracture, parce que ceux qui sont actionnaires, c'est les gens qui ont les moyens d'épargner, tout le monde n'a pas les moyens d'épargner. Ce qui n'est pas forcément vrai, par exemple, aux États-Unis, où même les ouvriers ont des caisses de retraite complémentaires, et finalement, ils se retrouvent indirectement actionnaires et bénéficient de la montée de la bourse américaine. En France, il y a un peu cette fracture. La moitié des Américains, à peu près, ont leur retraite indexée sur les cours de bourse. Exactement. Voilà. Alors qu'en France, c'est pas du tout le même système, et ce qui fait qu'il y a une déconnexion entre en gros, pour le dire de manière caricaturale, les riches qui ont les moyens d'épargner et qui bénéficient de l'envolée des cours, et puis les pauvres qui n'en ont pas les moyens. Donc il y a quelque chose à dire là-dessus. J'aimerais juste un mot, j'aimerais tordre le cou à une idée, non mais ce qui nous ramène un petit peu en arrière sur l'histoire de la démocratie, parce qu'on est en campagne présidentielle. Il y a une critique qui est souvent formulée, alors que ce soit par des partis populistes ou souverainistes ou extrémistes, qui dirait que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de financer directement la dette de l'État, et que ça c'est un problème démocratique. En pratique, alors il est vrai que le traité de Maastricht interdit à la Banque Centrale Européenne d'acheter directement sur le marché primaire lors de l'émission de la dette, par exemple, de la France. Absolument. En revanche, elle a le droit de le racheter à quelqu'un, c'est-à-dire sur le marché obligataire, le marché secondaire, et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est un mécanisme plutôt sain, parce que la dette publique est mise en concurrence un tant soit peu avec de la dette privée. Et en plus, la BCE donne un coup de pouce à la dette publique, si bien que la France continue d'emprunter à taux négatif. En 2020, elle a emprunté même jusqu'à horizon de 10 ans à taux négatif, c'est du jamais vu. Et puis actuellement, même si les taux remontent, la France continue d'emprunter à 2-3 ans à taux négatif. Les entreprises françaises, ce n'est pas le cas. Donc qu'on ne vienne pas nous dire en campagne électorale que, bien sûr, en campagne présidentielle, que la France n'arriverait pas à se financer du fait d'une banque centrale qui serait placée sous le joug européen et pas en France. J'avais pas prévu de revenir sur la loi de 73, parce que c'est ça en fait ton truc derrière, c'est la loi de 73 et l'indépendance de la Banque de France. Oui, non, là effectivement, parce que il est bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler. De contrôle politique, hein, voilà, l'indépendance de la Banque de France, donc la fameuse loi de 73, c'est effectivement, mais enfin ça nous ramènerait là pour le coup à des temps. Juste, alors pour cette histoire d'inégalité, la Banque Centrale Européenne a beaucoup huilé les rouages de l'économie, ce qui fait qu'il y a eu un soutien à l'emploi, notamment du fait que les entreprises arrivent à se financer à taux bas, donc ça c'est très bien, c'est une bonne mesure de lutte contre les inégalités. Il y a ce problème de l'inflation des titres des actifs financiers, mais il faut quand même rappeler que c'est au gouvernement, plus qu'à la Banque centrale, de veiller à la redistribution des richesses au travers de la politique budgétaire, au travers de la politique fiscale. La politique monétaire, elle peut aider, mais ça ne doit pas être son premier chef. Il ne faut pas non plus enlever au gouvernement ce qu'il leur reste encore. Clément, un mot là-dessus ? Pour compléter ce qu'a dit Jérôme, je ne suis pas à titre personnel sûr qu'il y a un consensus sur l'idée que la politique monétaire ait augmenté les inégalités. Et ça me rappelle quand même 2 working papers très denses d'ailleurs de la BCE qui dit exactement le contraire d'ailleurs. On peut dire c'est la BCE qui le dit, bon elle n'a aucun intérêt à dire qu'elle augmente les inégalités, mais quand même dans 2 working papers de 2018, alors assez différents, un très théorique, modélisateur, puis l'autre assez empirique, vous avez vraiment l'idée effectivement que l'effet indirect sur l'emploi par exemple notamment
compense et surcompense l'effet direct sur alors, le prix des actifs, bien sûr. Donc ça, c'est une première analyse. Et la BCE ne reconnaît pas qu'elle a un rôle dans les inégalités. Elle dit exactement l'inverse, qu'elle a plutôt tendance à les réduire. En évitant un effondrement de l'économie, Oui, c'est bien sûr. effectivement... oui, Et donc l'effet indirect supérieur à l'effet direct. Et la deuxième petite remarque qu'on peut faire, c'est de dire, on est dans un contexte aujourd'hui où beaucoup de ménages détiennent sur leur compte courant ou sous forme finalement assez liquide, de la monnaie. Et c'est une situation un petit peu, disons, à la fois atypique et un peu anormale. Et qu'est-ce qui se passe si la Banque centrale, finalement, arrive à une cible d'inflation plus élevée ? Quand vous avez une cible d'inflation plus élevée sur des comptes qui ne sont pas rémunérés, et on constate que qui a les comptes les moins rémunérés, c'est prioritairement plutôt ceux qui ont des faibles revenus. Quand vous êtes un ménage à faible revenu, vous détenez soit une partie plus importante, on voit en moyenne de monnaie sous forme liquide, soit sous forme de livret A. La Banque centrale protège les plus pauvres de l'inflation, c'est ça que tu es en train de nous dire. Finalement, l'inflation n'est pas qu'une euthanasie des rentiers. Tout à fait. C'est, comme disait Keynes, c'est aussi dans un cadre où les agents ont beaucoup de monnaie sous forme liquide, une sorte d'impôt régressif sur les faibles revenus. Voilà. Reste à savoir si, puisque c'est cette fameuse phrase, tu l'as illustré, on a une inflation de théorie, mais on manque de théorie sur l'inflation. Exactement. Reste à savoir si cette politique monétaire expansionniste n'a pas enclenché justement un cycle, mais ça, il est un peu trop tôt pour le savoir. Un mot là-dessus, Erwan, et puis on passe au... Non, pas grand-chose à ajouter à ce qu'on dit, c'est bien meilleurs experts de politique monétaire que moi, à part qu'effectivement, dans ma lecture... Erwan, c'est une question de citoyen. Oui, ça n'est plus Alors, il faut justement plus considérer que c'est une question d'experts de politique monétaire. Et franchement, mais d'ailleurs tu le sais très bien, tu fais le modeste là, mais tu le sais très bien, en se penchant dessus 1 heure ou 2, voilà, tout le monde est capable d'en avoir les moteurs principaux, et je pense qu'il faut en avoir les moteurs principaux. Soit. Moi, effectivement, les lectures que j'ai pu faire sur le sujet semblent dire que, alors c'était BCE et Banque de France, que les effets, en tout cas, n'étaient pas très clairs en termes soit d'augmentation, soit de diminution des inégalités. Qu'en tout cas, c'est certainement pas le principal moteur des inégalités. Ouais. Et que si on pense qu'il y a des problèmes d'inégalité, c'est effectivement probablement par là, pas l'outil prioritaire, ni le problème prioritaire. Et que si effectivement on considère qu'en France, il y a des problèmes de ce genre, des problèmes d'inégalité, à mon avis, on a plus des problèmes d'injustice que d'inégalité. C'est par la politique gouvernementale qu'il faut s'y attaquer, et avant d'aller, à mon avis, chercher les questions monétaires. Bon, ça nous amène au salaire, en fait. À la limite, on peut aller sur les salaires. Donc, la question salariale est une des questions fondamentales du nouveau capitalisme, dit Bruno Le Maire. Voilà, je le répète. C'est cette histoire de... Alors moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. En même temps, c'est complètement... C'est radicalement innovant de se dire que le facteur travail est important dans le capitalisme. Alors, c'est la rémunération du travail. Oui, mais... Non, ouais. Vas-y, pardon. Non, mais je veux dire, le propos n'est probablement pas totalement étranger au fait qu'on approche d'une période électorale. Je pense qu'il est d'ailleurs principalement motivé... Ça ne veut pas dire que la question est illégitime, mais c'est d'ailleurs principalement, à mon avis, motivé par la raison électorale, le fait qu'il y a en France des questions d'inégalité et d'injustice qui sont importantes, une partie des populistes, pour le dire de manière très rapide, qui prospèrent sur ces problématiques-là, et le fait de dire en France, vous êtes mal payé, etc., et à l'inverse, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Et donc, il est heureux que le ministre de l'économie intervienne à ce moment-là. Bon, je ne suis pas convaincu, très honnêtement, qu'il y ait une urgence à adresser le sujet aujourd'hui dans les 6 mois, que ce soit une question qui soit radicalement nouvelle. Mais... C'est pas une question centrale, alors là, sans doute plus pour notre pays que pour d'autres, c'est pas une question centrale pour l'avenir de notre pays, et donc ce que j'appellerais le salaire de l'utilité sociale, c'est-à-dire ce qui est beaucoup venu, là, enfin ces questions que j'ai trouvées passionnantes pendant le confinement, l'ensemble de ceux qui, faut pas avoir la mémoire courte, tous, tu discutes avec les gars de Veolia, à un moment, quand on ne savait rien de ce virus, aller ramasser les poubelles, il fallait une certaine dose de courage, voilà, aller s'occuper de l'eau, aller s'occuper des chaînes de froid dans les hôpitaux, aller s'occuper de tout ça, des gens qui aujourd'hui, effectivement, ont un salaire qui rend la vie compliquée, on va le dire ça comme ça. Travailleurs pauvres, voilà. Ce sujet-là est à mon avis central, donc c'est de ce sujet-là dont je voudrais qu'on parle.
totalement d'accord. Il y a plus que la vie compliquée. Il y a des gens qui sont, notamment dans la fonction publique, des gens qui sont sous-payés. Les gardiens. Il faut ajouter, ces salaires sont souvent conjugalisés. Donc ensuite, parce qu'on dit avec 1 250 € par mois, est-ce que vous pouvez vivre? Effectivement, c'est difficile, mais souvent tu es en couple. Donc mais je te donne un exemple. Tu arrives à 2005. J'habite dans une ville de banlieue où il y a une prison. Les gardiens de la prison, ils dorment il y en a qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est pas des gens qui sont originaires de Paris, ils ont pas de famille, c'est des jeunes célibataires, ils n'ont pas les moyens. Bref. Comment on fait? Non mais le sujet, à mon avis, est un sujet là qui est économique, mais principalement politique. On est dans ça fait des années que des analystes politiques disent qu'on est dans une société qui a des problèmes des sujets de reconnaissance. Tu as une partie de la population qui est en demande de reconnaissance. C'est un volet économique, mais si c'était que ça serait hyper simple. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le moteur de l'électorat de Trump, c'était la demande de reconnaissance. Le moteur de l'électorat de Zemmour, de Le Pen et probablement de Mélenchon, il y a une problématique de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est sociale, elle est économique. Ça passe par les salaires, mais c'est, à mon avis, ça va bien au-delà. Ça va au-delà. Alors, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Erwan, parce que... moi, pas du tout. Je vais t'expliquer mon point de vue. Absolument. Alors, tu as cité le cas de Veolia, et c'est un cas très intéressant. Les éboueurs, est-ce qu'ils sont utiles socialement? Mais ils sont d'une utilité folle. On pourrait s'imaginer que sans éboueurs, on aura un amoncellement des ordures devant les immeubles et une réapparition de anciennes maladies comme la peste ou le choléra. Donc, ils sont bien sûr essentiels à notre société. Et d'ailleurs, une question qu'on peut se poser pour savoir ce qu'est un métier utile dans notre société. Alors la première question qui est plutôt, je dirais, politique ou sociologique même, c'est de savoir que serait la société sans ce type de métier. Et les premiers métiers qui viennent à l'esprit, ce seraient ceux qu'on verrait sur une île isolée de 100 000 habitants, médecins, enseignants, policiers, juges, etc. Mais là où ça devient difficile, c'est que dans nos sociétés ultra développées, ultra spécialisées, cette question, elle devient très compliquée. Prenez le cas d'un médecin et comparez-le à un informaticien qui travaille à l'amélioration des logiciels de diagnostic médicaux. Prenez un pompier et comparez-le à un ouvrier qui travaille sur les chaînes d'assemblage d'alarme incendie. Alors, les deux premiers, à chaque fois, le médecin et le pompier bénéficient d'une aura sociale, ils ont la reconnaissance pour ce qu'ils font, ils voient dans les yeux de leurs patients ou des personnes qu'ils sauvent le remerciement. L'ouvrier qui se rend tous les matins à la chaîne, il ne voit rien de tout ça, il n'a aucune reconnaissance sociale, en plus, il a un plus petit salaire, etc. Donc, le salaire, c'est une des composantes. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Erwan quand il parle de reconnaissance sociale, de mission d'utilité publique. Il serait bien naïf de croire que les policiers, les militaires et les pompiers risquent leur vie juste pour le salaire. Ils se sentent investis d'une mission d'utilité publique. Il y a, alors pour certains, l'adrénaline ou la perpétuation d'un métier familial, mais la plupart du temps, c'est pas uniquement pour l'argent. Et là où se pose véritablement la question économique, c'est là où souvent l'économie apporte des réponses qui sont pas toujours faciles à entendre, c'est que le salaire ne répond en rien à cette question d'utilité publique. Le salaire, ça n'est qu'une approche à la marge qui regarde... Non mais... Je vais t'expliquer le raisonnement. C'est que pour déterminer le salaire de quelqu'un qui exerce un métier, on ne va pas se demander si ce métier de manière générale est utile ou pas pour la société. On va demander si cet individu, cet employé-là, qu'est-ce que lui peut apporter. Donc on va comparer une offre et une demande. Donc pour l'ouvrier qui est derrière les chaînes d'assemblage incendie. Alors, je parle prof d'économie. Ouais. Le salaire, c'est une fraction de la valeur ajoutée que le salarié arrive de dégager. C'est une fraction. L'entièreté du métier. Ça n'est pas l'entièreté. Exactement. D'ailleurs, enfin, je parle sous votre contrôle, mais grande stabilité du partage de cette valeur ajoutée. En France, historiquement, sur les 20-30 dernières années. Le SMIC a largement plus évolué que les autres salaires. Il y a dans les années 50... Oui, non, mais le partage entre salaire, actionnaires, investissement, etc. La répartition de la valeur ajoutée. Voilà, sur le partage de cette valeur ajoutée. Disons que c'est pas en France que ça s'est le plus déformé, ça c'est sûr. Mais donc, tu te retrouves quand même sur un sujet, ce sujet qui est, comme tu le décris, globalement, Erwan disait, si c'était un problème économique, ce serait facile à résoudre. Patrick Artus, par exemple, te dit, le malaise vient de ce que la multiplication des professions de services au détriment de professions industrielles font que justement les gains de productivité et donc la valeur ajoutée dégagée par chaque agent économique est de plus en plus faible. Donc c'est économiquement que tu te retrouves dans une trappe à bas salaire. C'est là que tu peux avoir un problème. Est-ce que... Oui, alors voilà. En France, et donc comment tu résous ce sujet-là sans subventionner d'une manière ou d'une autre non mais alors attends. L'ensemble de ces métiers aujourd'hui que tu ne peux plus payer économiquement. Parmi les métiers auxquels on pense, il y a les infirmières, par exemple. Par exemple. Il y a toutes les personnes qui font de l'aide à domicile, etc. Les profs.
Les profs, c'est un autre sujet. Oui, c'est un Attends, autre sujet. Tu as raison, c'est un autre sujet. Mais Ce sont des l'ensemble- tarifs qui sont régulés par l'État. Ce que je m'apprête à dire, c'est que ça n'est pas le salaire. Le salaire, normalement, c'est une variable qui ajuste offre et demande. En ce qui concerne les infirmières, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les infirmières, alors ça plaît peut-être aux contribuables, mais l'État impose des tarifs très faibles et des salaires très faibles. Et si on libéralise, alors je ne suis pas pour libéraliser le marché de manière générale, mais je dis que dans ce cas précis, si on laissait faire le marché, on n'aurait pas tant de problèmes d'infirmières parce qu'on aurait des salaires pour les infirmières beaucoup plus élevés. Et donc, des cotisations sociales beaucoup plus élevées ou, comme ce serait un système Oui, privé... mais ça viendrait résoudre ce problème. D'accord. D'accord. L'État empêche Mais donc, il cela. faut accepter de payer plus. Ben, il faut que le contribuable accepte de payer plus. Il faut que le Mais contribuable l'exemple- accepte de payer plus. Ou le contribuable privé à Oui, travers les très mutuelles. bien. Mais il Voilà. faut que les infirmières soient augmentées pour qu'il y ait plus d'attractivité sur ce type de métier. Clément. Oui, alors justement, puisqu'on parle des cotisations, il y a aussi un vrai sujet sur la difficulté qu'on a, et en particulier la difficulté que les bas salaires ont à percevoir le revenu différé finalement qu'est une cotisation sociale pour, notamment par exemple, la retraite. Et de toute façon, en France, on a toujours le même sujet de l'importance par rapport au salaire net du volume cumulé des cotisations sociales patronales et salariales. Donc il y a aussi quand même un petit sujet de ce point de vue-là, et c'est pas un si petit sujet que ça, puisque dès 2017-2018, on sait tous qu'une partie des cotisations sociales, la fraction chômage et une partie de la fraction maladie a été supprimée. A été nationalisé. Oui, Voilà, voilà. oui. Mais ça a conduit Absolument. globalement à une augmentation de salaire d'à peu près un peu moins de 2%. Ouais. Après, effectivement, moi je rejoins ce qu'a dit également Jérôme, il est très difficile quand même d'individualiser l'utilité sociale de quelqu'un. Et même si on prend notre métier, prof, on va dire que dans un ensemble très large, on est à peu près 1 million quand même en France, du primaire jusqu'à l'université. De manière générale, on ne voit pas une société sans enseignants, ça paraît complètement hallucinant. Et en même temps, individuellement, 1 sur 1 million, on n'apporte pas grand-chose. Jérôme comme moi, on fait évidemment des cours les meilleurs qu'on peut, etc. Mais si vous voulez, individuellement, notre utilité sociale, notre rendement social est supérieur à notre rendement privé. Je comprends. Et encore une fois, ça c'est quand même quelque chose de très difficile parce que la question se pose également pour tous les métiers, infirmières, etc., dont j'aimerais quand même dire également que le fondement quand même dans la fonction publique qu'on peut discuter, remettre en cause, c'est la difficulté en partie du concours, disons-le. Plus le concours est difficile et fondé sur un niveau d'éducation supposé élevé, exigence de bac, L3, M1, M2 pour passer tel ou tel concours, plus a priori le salaire est supposé être élevé derrière. C'est quand même la logique a priori des concours de la fonction publique qui n'est pas non plus totalement délirante, même si encore une fois ça peut aboutir à des situations parfois inégalitaires. Erwan. Pour prolonger ce qu'on se dit, il y a une question il y a deux questions à mon sens. Il y a une question qui est structurelle au capitalisme, celle qu'évoque Artus, à laquelle je faisais référence tout à l'heure. Transformation du travail, je ne sais pas si c'est à quel point c'est marginal ou ça concerne l'ensemble de l'économie. Et après, il y a un sujet assez français. Et dans le sujet français, à mon avis, on rejoint les débats d'inégalité, les questions qu'on avait tout à l'heure sur les inégalités et les questions de mobilité sociale. Au fond, si peut-être le débat se pose avec une telle intensité en France, c'est qu'on est l'un des pays où il y a le plus fort déterminisme social. C'est-à-dire quand tu nais dans une catégorie sociale, ta chance d'en sortir est considérablement plus faible que dans un certain nombre d'autres pays de l'OCDE. Donc effectivement, quand tu commences une carrière plus ou moins mal payée ou même prolonges une carrière mal payée, tu sais très bien que tu n'as aucune chance d'un jour espérer être bien payé, mieux payé, ou alors c'est l'exception. Et je pense que ça aussi, le fait que cette société est très figée, ça contribue à mettre le sujet sur l'agenda politique assez régulièrement, et aujourd'hui encore. J'aime bien ton exemple entre le pompier et le gars qui travaille sur les chaînes de montage, même si à mon avis c'est des robots, mais on voit bien l'idée sur les chaînes de montage des alarmes incendie. Du transporteur des alarmes incendie, de celui qui vient les mettre dans les appartements et qui, sans le savoir, sauve des milliers de vies. Ouais, voilà. tout à fait. Bon, c'est ça. Tout à fait. Non, c'est figé. Alors c'est figé quand on entre dans la carrière et peu diplômé. Effectivement, en France, c'est assez sclérosé. On a peu de possibilités d'évolution, en tout cas moins qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Mais en revanche, on ne peut pas dire que l'ascenseur social de l'école est en panne, parce que ce qu'on observe, c'est contrairement. Non, mais si on prend les études empiriques qui ont été menées, il est beaucoup plus en panne aux États-Unis qu'en France, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'aux États-Unis, il y a toujours cette idée du self-made man qui est parti de rien, qui s'est construit et qui est mis en exergue dans la presse. Mais ce que montrent les chiffres, il marche beaucoup moins bien que dans les pays nordiques, par exemple. Ah oui, non, mais les pays nordiques, c'est le rêve absolu. Ok, tu compares au meilleur de ce qui se fait sur la planète. J'y pense parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais donc je vais le dire et puis je retrouverai qui m'a dit ça.
Arrêtez de parler d'ascenseur social, parlez d'un escalier social, parce qu'il faut quand même faire un effort pour monter les Ouais, marches. c'est vrai. Je ok. trouve ça remarquable Oui, c'est comme pas mal. image. ok. Oui, bien sûr. Ouais, c'est vrai. Mais Bon, la c'était première source de pauvreté, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, je le répète, c'est pas un salaire trop faible, c'est le manque d'emploi, Ouais. c'est le chômage Ouais, en tout à France. fait. la première source. Un mot, Erwan, et puis on va marquer Non, une non, pause. très bien. Et puis, peut-être juste une question justement sur les salaires. On n'a pas tellement posé aussi la question, mais elle se pose à mon avis, notamment sur la question de la reconnaissance des différences de salaire. La question des différences de salaire, c'est quand même difficile d'être payé au SMIC toute sa vie quand vous avez des hauts revenus qui ont globalement un peu plus progressé, voire des salaires qui sont certes minoritaires mais considérés comme exceptionnels. Ça, c'est devenu quand même de moins en moins acceptable pour une partie de la population. Et dans le débat politique, ça se transforme rapidement aussi en populisme. Alors, ça peut prendre des mesures très différentes. Dans les cas les plus extrêmes, vous avez des gens qui pensent à limiter les plus hauts salaires, mais à des niveaux d'écart très faibles. 1 à 3, 1 à 4, 1 à 5. Donc limiter les plus Et hauts puis, salaires, il faudrait essayer de monter les plus bas, et notamment... C'est ce que disait Margaret Thatcher. Eh ça. ben oui, Dans voilà. son dernier discours à la Et- Chambre, elle disait moi je préfère avoir monté les inégalités mais avoir fait ça que d'avoir fait ça et d'avoir baissé les inégalités. Ouais. C'est ce que disait Margaret Thatcher. Mais en tout cas, pour les gens, ça Je se n'arrive pose, pas à décrire, non, parce que certains nous écoutent en podcast, et donc j'ai essayé de décrire ton geste, mais j'y renonce, je n'y arrive pas, chacun aura compris de quoi on parlait. Tu veux L'ascenseur à rajouter l'escalier, c'est Aziz Seni qui en a fait un bouquin. Non, Aziz parlait l'ascenseur. Oui, Aziz a dit l'ascenseur social est cassé, j'ai pris l'escalier. Ouais. Mais quelqu'un reprenant cette phrase dit de toute façon, il faudrait parler d'escalier social parce que ça se fait jamais tout seul. Voilà. On marque une pause, les amis, et on parle des nouvelles règles de concurrence. On repart, les amis. Donc, on repart avec la concurrence. Nouvelles règles de concurrence face à des entreprises hyper puissantes. Alors, il se trouve que il y a un nouveau sujet qui me passionne et qui illustre, mais à la perfection, cette histoire, c'est notre télécommande. Alors, donc, l'Assemblée nationale se saisit, et il va même y avoir le Parlement européen se saisit du sujet de la télécommande à partir du moment où, alors j'ai noté les chiffres là il y a quelques instants, alors c'est en France, 40%, alors 81% des téléviseurs sont connectés. Et 40% des téléviseurs des Français sont même directement reliés à Internet, sans qu'il y ait besoin de passer par une box des opérateurs. Et les télécommandes de ces téléviseurs nous offrent des boutons pour nous connecter directement sur les applications des grands fournisseurs de streaming, y compris d'ailleurs français. Je ne sais pas s'il y a des boutons salto. Sur la mienne, il n'y a pas un bouton salto, mais visiblement, il est possible qu'il y ait un bouton salto. Et donc, le Parlement va légiférer pour maintenir le pavé numérique sur la télécommande pour qu'on puisse toujours faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc., etc. Au début, je me suis dit, non mais les gars, c'est... Enfin... l'exemple même... C'est archaïque. Oui, et puis c'est l'exemple même de ce que dénonce le patron d'Erwan, c'est l'État nounou, quoi. Sur la télécommande, tu vas peut-être nous laisser tranquille quand même, voilà. Et en fait... il y a peut-être un sujet. Alors, Erwan, il faut dire d'ailleurs que tu conseilles un certain nombre de chaînes de télé sur cette Exactement. question. Donc, est-ce que tu peux en parler ou pas, d'ailleurs, très librement? Honnêtement, oui. Enfin, oui, parce que c'est des problématiques assez différentes, puis de mon point de vue, un point de vue qui n'engage que moi et qui Donc, tout va bien. C'est un vrai sujet concurrentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je ne sais pas si ça doit nécessiter une réglementation, mais c'est un vrai sujet concurrentiel. Il y a 10, 15, 20 ans, quand on rentrait le soir, on allumait sa chaîne de télévision et déjà à l'époque, il y avait des débats en concurrence pour savoir si TF1 n'avait pas un avantage du simple fait qu'elle est le numéro 1 sur la télécommande et que quand on allume sa télé, on appuyait sur le numéro 1. Et c'était des arguments dans les contentieux concurrence. Donc c'est effectivement une habitude de consommation, on appuie sur la première chaîne. Mais on rentrait chez soi, on appuyait sur la chaîne de télévision et puis on zappait à la télévision. Depuis, il y a les offres en ligne, payantes, gratuites. Donc, il y a des contenus différents. On consomme sur des supports différents, son téléphone, la télévision. Et en fait, la télévision est devenue un device comme un autre sur lequel on consomme des contenus qui ne sont pas uniquement des contenus de télévision. On peut consommer Bismart en direct, Bismart en replay, mais aussi YouTube, Netflix, etc. Et donc, ça ouvre à une multiplicité de contenus. Donc, il y a un marché concurrentiel qui est assez relativement nouveau, assez relativement élargi. Et donc, être sur la télécommande, sur cet outil très bête d'usage quotidien, enfin très bête, très utile, mais très quotidien,
c'est évidemment un avantage clé. Et il y a des accords entre les grands opérateurs internationaux et les fabricants de téléviseurs pour se retrouver sur la télécommande. Et donc, il faut maintenir ce pavé numérique, toi, tu penses? En termes de réglementation, honnêtement, j'en sais rien. Non, mais vraiment, j'en sais me rien. demande s'il est même... Il y a quand même un bouton avec un micro qui nous permet de dicter à notre téléviseur. Demain, il y aura la voix, il y aura... Déjà ça, Voilà. et puis c'est pour ça que ça me paraît un petit peu archaïque. Alors, Ça me rassure. s'il l'avait fait il y a 10 ans, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, en 2021, et proposé pour 2022 ou 2023 que la France, l'exception, fasse Non, cela visiblement, et il va y avoir un impose. règlement européen Ah, c'est sur la européen. télécommande. Ah, ok, Là, je j'ai pensais que ça pas eu le n'était temps de que français. creuser le truc, mais il va y D'accord, je avoir. pensais que c'était que français. Non, un règlement Non, par contre, européen alors, sur la si- télécommande, ils en sont capables. Hein. Juste un autre exemple dans ce cas-là, qui ferait aussi partie de ce type de question, c'est que si on est, par exemple, je sais pas, si on regarde sa télé à l'aide d'une Freebox, bah, il y a les chaînes qui sont différemment classées, et vous avez des Pas chaînes... les chaînes de la TNT. L'obligation de classement du CSA est une obligation et Alors, c'est le s'impose CSA. à tous les Alors, opérateurs. C'est ma question, parce qu'il y a des chaînes d'information en continu qui viennent les unes après les autres, Mhm. et il y en a d'autres qui sont mises loin derrière. Mhm. Donc, par exemple, vous avez BFM TV et C8, ou, ouais, qui est Enfin, de c'est CNews largement... maintenant, CNews, faut pardon, suivre. excusez-moi. Ouais, je ne suis pas assez, c'est pour ça. Surtout que c'est news quand même. Je Merde, suis désolé. ouais. Et loin derrière, il y a LCI. Donc, tu me dis que c'est le CSA qui a décidé ça? Oui. Je trouve ça un peu injuste pour Non. LCI, pour le coup. Ah non? Non. Ah oui, parce que Ah bah, si on rentre là-dedans, alors là. Ah d'accord, non mais je si on vois rentre que là-dedans- ça doit être non, parce je que vais aller très, très TF1, vite. Non, je vais TF1 aller et très- LCI non, sont je vais liés, aller non, très c'est très quoi? vite, très très vite. Il se trouve que TF1 a commis une erreur historique, n'a pas cru à la TNT. Et donc LCI, dans la première offre de TNT, c'est pour ça d'ailleurs que BFM TV s'appelle BFM TV. Hein. BFM TV, normalement, ça devait être une chaîne économique. Ouais. BFM. Et puis il se trouve qu'LCI n'y va pas sur la TNT. Voilà, parce qu'ils commettent l'erreur historique de ne pas y croire et qu'ils D'accord. pensent que ça va cannibaliser TF1, enfin bref. Et donc Alain Veil a un coup de génie d'entrepreneur et dit on va faire une chaîne généraliste. Ouais. Puisque TF1 n'est pas là, on va faire une chaîne généraliste et BFM TV devient ce qu'elle est devenue. D'accord. Quand est venu un deuxième round d'offres, bah, tu te retrouvais derrière les chaînes qui avaient accepté les premières. C'était assez logique. D'accord. Non, là pour le coup c'était assez logique. Mais je peux t'assurer, Erwan, que quand un canal a été libéré par... alors finalement, je crois qu'elle ne sera pas supprimée, la suppression de France 4, la bataille que tu décrivais il y a 20 ans pour TF1, mais a été homérique. Mais bien sûr. C'était l'obsession Mais bien sûr. de celui qui était mon patron à l'époque, c'est-à-dire Alain Veil, la numérotation. Ça reste un élément fondamental. Oui. Et donc peut-être un peu anticoncurrentiel. Ouais. Donc d'une certaine manière, si tu veux, cette nouvelle économie des chaînes de télé rebat les cartes de la concurrence. Ça reste concurrentiel et je pense que ça l'est probablement moins qu'il y a quelques années. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, quand ils rentrent le soir, ils se disent pas je veux regarder telle chaîne. Ils cherchent un contenu Parce et que ils vont chercher un oui, puis tu n'as plus les préprogrammés sur ton téléviseur connecté, Ouais. justement. Bon, enfin bref. Donc, nouvelle règle. Bah, non, mais alors voilà. Alors, je pensais qu'on allait parler des GAFA. Oui, mais c'est lié. Justement, Ben, Mais c'est lié. on est dedans. Ok. moi je soupçonne un petit peu, sans a priori négatif, que dans ce règlement européen, ou en tout cas dans l'ambition qui je pense est remontée jusqu'à Margrethe Vestager, il y a l'idée aussi que ça nous embête que ce soit essentiellement des Américains qui soient sur nos télécommandes. Il y a quand même cette idée que ce serait bien que ce soit pas Netflix qui soit sur toutes les télécommandes et que ce soit éventuellement un contenu européen. Voilà. Pardon, je n'ai pas regardé le projet européen, mais c'est très clairement ça. C'est-à-dire c'est cette idée que Netflix, Disney vont pouvoir négocier avec Samsung et autres marques de téléviseurs, alors que probablement qu'une chaîne lituanienne aura un peu plus de mal à obtenir d'être sur tous les téléviseurs. C'est Donc, clairement motivé par ça. Faut-il de nouvelles règles de concurrence face à ces entreprises hyper puissantes? Bien sûr. Mais il en faut toujours. Et d'ailleurs, les GAFAM sont actuellement sur le chaudron des instances américaines. Joe Biden, par exemple, a nommé à la FTC, dans Federal Trade Commission, l'équivalent de notre autorité de la concurrence, une présidente qui a commencé sa carrière en militant pour le démantèlement de Google, avec 3 activités, en disant il y a un moteur de recherche, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du cloud, il faut séparer les 3 en 3 entités distinctes. Elle milite aussi pour un démantèlement de Facebook, parce que Facebook a racheté notamment de nombreuses entreprises, mais notamment WhatsApp et Instagram, aurait un abus de position dominante. Enfin, voilà. Et donc, il y a une volonté américaine. Il y a 48 États américains qui assignent en justice les GAFAM, parce qu'ils veulent. Alors, eux, c'est pas forcément pour les démanteler, mais c'est pour les punir sur des pratiques anticoncurrentielles. Et il y a même des sondages américains qui indiquent que la majorité des Américains seraient pour le démantèlement. Donc souvent, nous, vu de l'Europe et vu de la France, forcément, on est un petit peu complexé par rapport à cette réussite américaine.
On pense que ces entreprises sont bien sûr le fleuron de l'économie américaine, mais aussi fait la fierté des Américains. Eh bien non, même chez elles, elles sont lourdement, actuellement, elles sont menacées. Alors ce qu'elles ont toujours fait prévaloir jusqu'à présent, c'est dire ne nous démantelez pas, ne nous attaquez pas, ne nous affaiblissez pas, parce que tout vide sur le marché international sera immédiatement occupé par la Chine, avec les BATX. Sauf que le régulateur chinois, lui aussi, tape du poing sur la table. Et on le voit. Il l'a vraiment fait, il n'a pas fait Il que l'a vraiment taper fait. du poing sur la Donc, table. Lui. il a aussi les lois antitrust. Ah et oui, donc, oui. l'argument qui jusqu'ici a très bien fonctionné pour les GAFAM aux États-Unis est en train de s'éroder parce que le régulateur peut lui dire attendez, non. En Chine aussi, ça se passe comme ça. En Chine, Alibaba a été coupé Exactement. en 2 ou en 3. Oui. Ouais. Effectivement, ça y est, ça a été fait. Oui, Erwan, au moment où Jérôme disait oui, évidemment, tu disais non. Donc, Non, parce c'est que en fait, ça intéressant. dépend de ce qu'on entend par le droit par règle de concurrence. Il y a est-ce qu'il faut changer le droit de la concurrence ou est-ce qu'il faut des nouvelles régulations? Le droit de la concurrence, aujourd'hui, l'avis de la communauté du droit de la concurrence, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de le changer. Éventuellement, on a discuté de créer de nouveaux outils, personne ne l'a fait. On a discuté de changer les seuils de contrôle des concentrations, c'est marginal. Il y a des créations d'unités en charge du numérique pour que les autorités de régulation soient équipées pour bien suivre ces nouvelles pratiques. Mais au Très fond, important. il y a l'idée de se dire, finalement, les outils de droit de la concurrence tels qu'ils existent, ils suffisent. Après, il y a, est-ce qu'il faut des nouvelles régulations? Et donc là, oui, il y a des projets qui existent. Il y a le DMA, le DSA qui sont en discussion au niveau européen, dont les textes viennent d'être validés, je ne me trompe pas, par le Conseil. Et donc, s'il y a l'import sur la régulation ce que des veulent dire contenus, les lettres du milieu. Donc, c'est Digital Act. Service Act et le Digital Market Act. Et il y en a un qui régule les contenus, qui va dire aux plateformes, vous avez une responsabilité sur les contenus, une forme de responsabilité sur les contenus que vous diffusez. Et l'autre sont des règles de concurrence, de régulation ex ante, qui dit de manière très sommaire, sur le marché numérique, il y a des opérateurs qui sont tellement importants qu'on appelle des gatekeepers, qu'ils ont un certain nombre d'obligations spécifiques que n'ont pas les autres entreprises. Et c'est une forme de régulation ex ante qui vient de leur dire qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et donc ça, oui, il y a des formes de régulation qui apparaissent. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un peu la perspective historique. D'abord, ce genre de problématique, interaction entre entreprises puissantes et régulation, c'est pas du tout nouveau. C'est comme ça qu'est né le droit antitrust aux États-Unis, parce que les bouchers de Chicago se plaignaient des trusts qui commençaient à importer de la viande à Chicago. On a dit OK, on va faire des lois pour les démanteler. Et donc c'est une problématique là, qui est c'est récurrente. comme pour les banques centrales au début. Elles sont. Enfin, ouais, on parle de la Standard Oil, on parle d'IBM, etc. AT&T Voilà, ouais. dans les années 80. AT&T, oui, mais il y en avait une. Oui. Là, tu te retrouves quand même avec une demi-douzaine d'entreprises qui, effectivement, ont ce market power mais du considérable. coup, c'est ce qu'on disait à l'instant, il y a dans l'Union européenne, il y a du droit qui se crée. Aux États-Unis, il y a effectivement Lina Khan qui a été nommé à la tête de la FTC, et à côté de Biden, il y a un prof qui s'appelle Tim Wu qui est... Oui, mais enfin, pour l'instant, il ne se passe rien quand même. Oui, ils ont lancé des procédures, elle commence à revoir la ligne directrice, les règles d'application du droit de la concurrence, elle commence à engager également une réflexion sur la régulation. Ils iront, à mon avis, pas jusqu'au démantèlement, mais sur la régulation des GAFAM. Donc, il y a une réaction. Ce qui est intéressant, c'est que le président aujourd'hui, c'est celui qui était vice-président à l'époque d'Obama. Et Obama, souvenez-vous, il y avait cette table, ce dîner, où on voyait tous les patrons de la tech en train de trinquer au champagne avec lui. En 20 ans, il y a eu un changement de paradigme aux États-Unis très marqué, porté par Lina Khan et tout un mouvement idéologique universitaire qu'on appelle les nouveaux brandésiens, parce qu'ils se revendiquent d'un juge des années 40 en caricaturant un peu ce qu'il a pensé. Donc on a eu un mouvement de transformation comme ça, de basculement des rapports entre l'État et les GAFAM. Ce qu'on a également d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous lisez la presse et les communiqués de presse des GAFAM, c'est eux qui demandent de la régulation. Tous les jours, il y a des communiqués de Facebook, de Google, et autres qui disent « mais dites-nous quel est le droit, régulez-nous ». Et ce qui n'était pas du tout le cas il y a 20 ans. Donc on a un basculement là qui est historiquement intéressant, mais c'est un jeu normal en fait entre les opérateurs économiques et la démocratie. Le diable est parfois dans les détails. Juste en passant, tu parlais de WhatsApp, et les téléspectateurs, auditeurs de Bismart j'ai appris il y a 2 jours que en fait WhatsApp était passé au board d'Orange 3 fois quand même pour un éventuel rachat, et que Orange avait écarté l'idée 3 fois de suite. Donc
Voilà, enfin, à un moment, il faut aussi une forme de vision pour Facebook racheter WhatsApp. va se servir de WhatsApp pour l'introduction de sa crypto-monnaie, qui autrefois s'appelait le Libra et maintenant c'est le projet Diem. Ouais. Et là, on marche un peu sur les plates-bandes régaliennes de la politique monétaire. Ouais, tout à fait. Imaginez. Donc. Clément, sur ce Oui, sujet. juste deux petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, il semble y avoir une réaction du côté américain qui est quand même contraste avec les 20 dernières années. Tout le Ouais, monde tout à ici fait. connaît, même par exemple, les analyses de Thomas Philippon sur la tendance quand même, non pas au laxisme, mais en tout cas aux sanctions moindres dans l'application de la politique de la concurrence aux États-Unis, alors même que dans l'Union européenne, elle avait tendance à être beaucoup plus sévère depuis l'ère Draghi et avec l'ère Vestager. Ça, c'est juste la première remarque. Deuxième remarque sur les nouvelles règles. À partir du moment où effectivement il y a de nouvelles pratiques, elles peuvent de manière marginale s'adapter. Les GAFAM pratiquent la forclusion avec beaucoup plus de technicité que les entreprises classiques. Il peut y avoir des pratiques de vente liées qui ne sont pas toujours bien détectées par les autorités de la concurrence. Donc disons que le numérique transforme quand même un petit peu plutôt la détection à la limite que le droit de la C'est ça, concurrence. d'où l'importance de l'expertise dont Voilà, parlait le droit Erwan tout à l'heure, ouais. c'est plutôt la détection des politiques la détection, la mise en application vraiment du droit de la concurrence. Après, sinon, c'est effectivement libre aux responsables des autorités de la concurrence de sanctionner plus durement, tel que l'a fait par exemple Margrethe Vestager, qui a donné des amendes records. Dernière petite remarque, c'est l'article quand même 106 de notre traité du TFUE, qui parle également de la concurrence fiscale déloyale et qui le met dans les 4 entorses à la concurrence. Et là, ça fait écho également à toutes les pratiques de concurrence déloyale qu'ont les GAFAM par rapport à d'autres entreprises, parce qu'elles pratiquent des formes d'optimisation fiscale Tout à fait. totalement différentes. Et ça renvoie là aussi à la condamnation d'Apple, qui avait été condamnée. Alors, je crois que le jugement avait été annulé, puis à nouveau, je crois qu'il y a une procédure Pour qui est l'instant, encore ils en n'ont cours. toujours pas payé les 12 milliards. Et puis Ouais, ils ont 13 pas milliards payé, d'euros quoi, contre pour être Apple, très clair, voilà, c'est- Bon, sur le volet fiscal, il y a quand même le G20 qui Oui, Et le G20 voilà, qui ça, va- ça nous amène effectivement à l'impôt minimum. Bon, non, mais tout ça est lié et très intéressant. Non, juste un mot, parce que tu citais Thomas Philippon, et le sujet derrière, ce qui met en évidence, c'est qu'en fait, à un moment, ça devient un frein à la croissance. Ah oui, tout ça à devient fait. un frein, en fait. Voilà, on est Au tous début, ici il faut être libéraux. un peu- La concurrence est effectivement le premier moteur de la Une des croissance raisons économique, pour quoi. laquelle il n'y a aucune des GAFAM qui est européenne, c'est parce qu'au départ, l'Europe voulait fortement réguler Tout à l'Internet. fait. Et les États-Unis, ils ont très bien manœuvré. Parce qu'au début, on dit on vous laisse tout faire. C'est un peu le bac à sable des startups. Vous faites ce que vous voulez. Puis si ça marche, on viendra derrière pour réguler. Alors, ils ont un peu trop tardé. Donc ils reviennent, sous l'ère Trump, a forcément retardé aussi les choses, mais ils ont un peu Au trop contraire. tardé. Mais Bon, les gars, le non, fait mais de attendez, laisser 10 minutes, faire... je veux qu'on Ouais. parle de l'immigration. Ah. Alors, j'ai appelé ça parce que pour le coup, c'est un papier de Tesmar et Landier qui m'a fait énormément réfléchir, que j'ai trouvé ça très intéressant. J'étais comme toi, Erwan, tu l'as écrit, et dans cette émission, on en a souvent parlé, notamment avec Aziz Seni, même si à chaque fois je lui disais, mais Aziz, je veux pas parler d'immigration avec toi, ça fait presque, tu vois, appropriation culturelle. Et donc, j'étais assez sur l'idée. Je l'avais demandé, je discutais avec des gars de la Fédération française du bâtiment, qui te disent, plus personne parle français sur les chantiers, voilà, sans eux, on ne sait pas. Je dis, mais prenez la parole, dites-le. Dans ce climat qui est aujourd'hui très anxiogène, et les gars me disaient, il n'en est pas question, on ne touche pas à ce sujet. Et derrière, Tesmar et Landier disent, derrière l'évidence économique de ce que l'immigration est un bienfait pour la croissance des pays qui l'acceptent, on n'arrive pas à mesurer le choc identitaire, voilà, globalement. Les économistes n'arrivent pas à mesurer le choc identitaire et ne peuvent pas parler de l'immigration sans essayer de mesurer ce choc identitaire. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, je voulais votre avis là-dessus. Je vais rebondir parce qu'effectivement, Il nous j'ai reste 10 écrit, minutes, il y a une donc il faut qu'on tribune il y a fasse assez quelques jours court. qui disait l'immigration est une chance pour la France. Mais au Ouais. fond, moi, je suis complètement d'accord avec Augustin et David parce que moi, ma chronique se finit par cet apport économique ne résume pas la question migratoire. Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que de l'aspect identitaire dans le débat public. Quand on regarde les débats politiques, on ne parle que du volet identitaire. Et évidemment, il existe ce volet identitaire, mais il n'y a pas que ça. Et c'est plutôt le message-là que je voulais faire passer dans la tribune. C'est-à-dire qu'il y a aussi un volet économique et que dans ce volet économique, l'immigration, c'est un atout pour la France. Une fois qu'on a dit que c'est un atout, effectivement, ça ne résume pas la question migratoire. On voit bien que dans le débat public, dans l'opinion, il y a des questions qui sont soulevées.
à la fois sur la nature de l'immigration. Est-ce que c'est de l'immigration de travail, de l'immigration qualifiée ou de l'immigration familiale, ça, il y a une note du Conseil d'analyse économique qui est parue il y a quelques semaines précisément sur ce sujet-là, qui disait que la France, par rapport à d'autres pays, a un schéma d'immigration qui est déformé en faveur de l'immigration familiale plutôt que l'immigration qualifiée. Exactement. Et c'est un enjeu économique. Et que même l'immigration qualifiée en vient à éviter la France, d'ailleurs. Hein. C'est ce que dit le Conseil d'analyse économique, du fait de ce climat très lourd qui pèse autour de ce sujet. Mais effectivement, mais au fond, je pense que ce qu'ils disent dans leur tribune, Landier et Tesmar, c'est que c'est un sujet politique et que le sujet politique aujourd'hui, c'est avec une population diverse, quel est le projet commun ? C'est très banal ce que je dis comme ça, mais il y a derrière cette question. La question derrière cette question migratoire, il y a la question démocratique. La démocratie, c'est Pierre Manant qui l'écrit, il y a besoin d'un corps démocratique. Pour que la démocratie s'exerce, il y a besoin d'un corps, c'est-à-dire des gens qui acceptent entre eux au moins de vivre collectivement. Ouais. Et aujourd'hui, la question migratoire pour un certain nombre de Français semble soulever le sujet de se dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre tous ensemble ? Et donc, il y a une question démocratique évidente, mais je ne sais pas si c'est aux économistes, pour le coup, de l'adresser, ça. Vas-y. Oui, non, j'allais dire exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, les économistes, c'est pas du tout leur rôle de s'intéresser à la question identitaire. Hein, je le dis de manière très cash. Je pense que c'est au pouvoir politique, mais également aux citoyens, de s'emparer de toutes les analyses, aussi interdisciplinaires qu'elles puissent être, de l'économiste qui va raisonner du point de vue économique, et c'est quand même ce qu'on lui demande, du sociologue, du politiste, de l'historien. Et c'est quelque part en écoutant tous ces points de vue qu'on peut se faire une opinion avec différentes dimensions. Il ne faut pas résumer la question migratoire à la question de l'impact des migrations sur le PIB. Il ne faut pas non plus résumer la question migratoire à une approche purement essentialiste de type identitaire. Et quelque part, pour moi, ce que disent Tesmar et Landier, alors ça relève un peu de l'évidence, mais c'est le cas sur beaucoup de sujets. Hein. Les économistes, ils donnent une vision économique. Et voilà, le risque, c'est de s'enfermer dans cette vision-là, mais je crois qu'ici, on est tous convaincus sur le fait qu'il n'y a pas que cette vision-là. Alors, c'était pendant notre pause, ce que tu disais sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire l'économie. Tout à fait. Vas-y, mais. Oui, sur le pouvoir d'achat, on peut avoir le même raisonnement. On a effectivement plutôt des études qui montrent que le pouvoir d'achat s'améliore pour l'ensemble des ménages français et même à un rythme plus élevé pour le premier décile par rapport au 9e. Hein, quasiment le double en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Mais en même temps, l'économiste, il va pas. Enfin, voilà, ça c'est son rôle. Pouvoir convaincre les gens de ce que leur pouvoir d'achat s'améliore. C'est pas ni audible, ni forcément le sentiment perçu. Donc, il y a forcément parfois un dialogue difficile entre l'économiste, en particulier dans les travaux universitaires, et puis le citoyen. Encore une fois, pour moi, l'économiste, il doit rester dans sa spécialisation, dans sa tâche, même si, encore une fois, je ne dis pas que l'économiste doit rester dans son laboratoire. C'est pas du tout le sujet. Je dis simplement qu'il doit rester sur des problématiques économiques qui sont déjà très larges et laisser à ses autres collègues chercheurs dans d'autres sciences sociales ou dans d'autres sciences humaines l'émission d'étudier les autres caractéristiques d'un phénomène. Oui, je souscris entièrement à ce que vient de dire Clément. Et cela dit, les différents universitaires, appelons-les comme ça, qui travaillent en sociologie, en politique, etc., ils ont tous une teinte universaliste. Et c'est en ça que malgré le champ disciplinaire dans lequel ces questions sont traitées, il peut y avoir un décalage entre ce que pense la population, concrètement l'ouvrier qui est au SMIC et qui est au chômage et qui sent que son emploi finalement peut-être qu'il a été menacé par une immigration, et puis le discours qui vient d'en haut qui dit non, mais écoutez, adhérez aux valeurs universalistes, etc. Oui, voilà. Donc quelque part, il peut y avoir un décalage malgré le champ, mais sinon je souscris entièrement à ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs exactement, quasiment la phrase que prononce Éric Zemmour dans son clip de campagne. Vous serez méprisés, les universitaires, les sociologues vous diront que vous êtes des racistes, etc. C'est exactement le discours qu'on peut entendre entre cette France, entre guillemets, du haut au sens intellectuel, universitaire, etc., et ce que ressent le peuple. Et il y a peut-être aussi un besoin, alors là pour le coup en économie, d'études franco-françaises, parce que souvent on se raccroche à des études qui ont été menées ailleurs, mais les conditions sont ailleurs. Par exemple, il est démontré très largement qu'aux États-Unis, l'immigration a fortement participé à la croissance de l'économie américaine. Pour autant, c'est pas la même histoire en France. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, le visa du travail, il est soumis à la démonstration du talent. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut
accueillir un travailleur venu de l'étranger seulement si elle démontre aux instances administratives qu'il y a un besoin de cette personne pour répondre à un service et que personne aux États-Unis n'est actuellement libre sur le marché du travail pour pouvoir cet emploi. Donc il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes et par ailleurs il y a une espèce de pot de miel, c'est-à-dire que quel que soit dès que vous avez une micro-qualification aux États-Unis, vous gagnez tout de suite beaucoup plus. Un ingénieur en moyenne aux États-Unis gagne 5 fois plus que le salaire minimum légal. En France, c'est moins de 2 fois plus, c'est 1,8 fois plus le salaire horaire. Donc forcément, les États-Unis, ils attirent les talents du monde entier et puis il barrière à l'entrée. Alors bien sûr, la croissance, elle est boostée par cette immigration. En France, on a fait le choix du regroupement familial, mais qui peut se défendre. Hein. C'est ce que disait Erwan aussi. Il n'y a pas que des considérations économiques. Ça se défend aussi du point de vue, bien sûr, pour le bien-être des familles. Oui. Mais forcément, aussi la participation à la croissance française, elle est largement moindre. tu peux pas non plus mettre de côté le sujet géographique, c'est-à-dire tu dis Bien barrière sûr. à l'entrée, mais aussi solide barrière géographique. Quand on cite comme modèle l'Australie, c'est Bon, assez les États-Unis, simple ils sont d'avoir quand une même politique unis, migratoire contrôlée quand tu es en Australie. Australie, oui. C'est assez simple quand tu es au Canada. Ouais. C'est un peu plus simple, même s'il y a une immigration illégale massive aux États-Unis, mais c'est Ouais. quand même un peu plus simple aux États-Unis que quand tu es un pays comme la France. Voilà. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit ça, ce sujet de l'immigration, est-ce que ça ne va pas devenir, et ça nous permettra de boucler la boucle, un sujet central ? Je lisais là ce matin que le Vietnam manquait d'ouvriers du fait de la pandémie. Sujet, il y a 1 milliard de personnes qui vont se mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, sujet central pour nos modèles économiques. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord, il faut là-dessus ? aussi préciser que la France, mais ça tout le monde le sait, c'est de loin pas Il le nous reste pays 2-3 minutes. Hein. c'est de loin pas le pays qui est le plus sujet aux pressions d'immigration. Hein. Si vous regardez les mouvements de population qu'il y a en Asie, en Amérique Ouais, latine tout à fait. et en Afrique, c'est largement supérieur à ce que nous considérable. connaissons en Europe. Absolument. Hein. Il faut quand même désamorcer un petit peu le truc. Moi, Sujet central ? Sujet central, avec une spécificité française qui est, à mon avis, une société figée et de problèmes structurels qui font que l'intégration d'1 million de migrants en Allemagne, ça a posé beaucoup de problèmes au moment où ils sont arrivés. On n'entend plus parler depuis. Il n'y a pas de crispation identitaire comme ça en C'est Allemagne. très clair. Attends, je rajoute, dans le contrat de coalition, il est clairement dit que l'Allemagne Exactement. doit devenir un pays d'immigration. Voilà. Exactement. C'est écrit noir Oui, ils sur ont un blanc. problème de natalité et de vieillissement de la population. Bien sûr. On l'aura aussi. Oui. Pardon. Non, mais donc je veux dire qu'il y a aussi une spécificité française qui tienne à des difficultés, des problèmes structurels, et que tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes de mobilité sociale, etc., Ouais, c'est ça. ces questions se poseront. Ça ne veut pas dire que si on a une mobilité sociale parfaite, il n'y aurait plus de question d'identité, mais ça, je pense que ça joue beaucoup. Clément ? Oui, peut-être que finalement, la migration va devenir, malgré ce qu'on disait parfois sur la crise de la Covid, qui tendrait peut-être à relocaliser certaines activités, au revenir au national. Peut-être que finalement, il y aura davantage de migration internationale. Je ne parle pas forcément de la France, au niveau international. Et peut-être que c'est une des dimensions de l'hypermondialisation future dont on n'a pas encore vu finalement toute l'ampleur. Il est possible que le C'est-à-dire facteur... si vous voulez, pour le dire de manière un peu théorique, on fait souvent l'hypothèse, ou pas d'ailleurs, que le facteur travail est parfaitement mobile. Ou alors l'inverse, qu'il est immobile internationalement. Peut-être qu'un jour, on sera dans un monde où il sera vraiment totalement mobile d'un point de vue international, ou à l'inverse, pas du tout. Et ce que je voulais dire par rapport à la crise de la Covid, c'est qu'on a vécu plutôt une forme de repli national contraint par les mesures sanitaires. Et en même temps, rien ne dit que s'il y a vraiment des besoins, même le Vietnam a des besoins effectivement de main-d'œuvre, rien ne dit qu'il n'y ait pas davantage de migration à l'avenir Tout à fait. vers une forme d'homogénéisation finalement de Tout ce point à de vue-là de la main-d'œuvre au niveau mondial. Et si on ne l'accepte pas, c'est le travail qui partira. C'est ça. Merci messieurs pour cette émission théorique. Demain, Aurélie Planex, et puis on se retrouve lundi avec une série d'interviews. Tiens, on reparlera d'ailleurs de Banque Centrale. Donc à lundi en ce qui me concerne, et à demain avec Aurélie.